Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à Infocam. Les résultats et les faits saillants de l'année financière 2012-2013 du groupe coopératif Dinaco. Un entretien avec le nouveau candidat pour Québec solidaire dans la circonscription Côte-du-Sud. L'amélioration de la route 230 à la Pocatière. Et finalement, la Société historique de la Côte-du-Sud fête ses 65 ans d'existence. Bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. Le groupe coopératif Dinaco nous a présenté les résultats et les faits saillants de l'année financière 2012-2013. Un résultat à la hauteur de nos attentes et très satisfaisant. On a présenté aux membres des ventes de 233 millions, très stable sur l'an dernier, et une contribution de 5,2 millions, ce qui est également très stable sur l'an dernier. Dans un contexte de marché plus difficile, c'est une année assez satisfaisante, oui. Et quel secteur vous avez vu une augmentation? Cette année, on peut dire que le secteur agricole s'en est très bien tiré. Il y a eu une déflation dans le prix des grains. C'est favorable quand c'est une déflation, donc ça permet aux élevages, aux producteurs agricoles d'avoir des aliments à moins cher. Ils performent mieux chez eux, on performe mieux dans nos élevages, et ça a permis au secteur agricole de contribuer davantage que les années précédentes sur le résultat de l'entreprise. Il y a quand même une stabilité dans le secteur de détail. Les centres de réno ont été très stables, la machinerie un petit peu en augmentation. Tous les secteurs ont bien performé, mais l'agricole est venu donner vraiment une chance à la coopérative de performer aussi bien que l'an passé. Et vous avez eu quand même une belle année. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets majeurs? Absolument. On a réalisé des projets. Vous savez qu'on a construit une succursale à Saint-Pascal. On a rénové Cabano. On a terminé le siège social du groupe coopératif Dinaco. Et on a mis quelques projets sur la table à dessin. On a commencé à Saint-Augustin-de-Desmaures une nouvelle succursale qui est un gros projet pour nous. Aller dans la région de Québec avec une succursale de 25 000 pieds carrés de surface de vente, du nouveau personnel, une nouvelle région. On est moins connu là-bas. On s'est mis du défi sur la table. C'était assez important pour nous. Justement, vous avez parlé de Saint-Pascal. Qu'est-ce que vous allez faire avec la bâtisse là, qui reste? En fait, vous savez qu'on avait annoncé lors de la première pelletée de terre du nouveau bâtiment qu'on construisait aux côtés de l'ancien. Grâce au fait qu'on avait déjà suffisamment de terrain, nos activités ont continué. Puis on avait eu la question, puis on avait déjà dans la tête de faire quelque chose avec l'ancien magasin. Bon, le projet, en fait, la phase 2 est au budget cette année, c'est-à-dire on aimerait faire une station-service dépanneur avec des commerces de détail qui ne seraient pas de la quincaillerie, évidemment, mais qui seraient des commerces là, de proximité pour les gens. On ne peut pas parler exactement de ce qu'on a sur la table parce qu'il n'y a rien de signé, mais on devrait pouvoir lancer la phase 2 de Saint-Pascal à l'automne. Et à la Pocatière, est-ce qu'il va aussi avoir de la rénovation pour BMR? On essaie d'en avoir pour tout le monde. On fait la tournée. Oui, à la Pocatière, on veut agrandir le centre de rénovation de la Pocatière d'une surface de 5 000 pieds carrés, ce qui va faire une surface d'environ 15 000, ce qui est pour un marché comme la Pocatière tout à fait raisonnable. Mais on était devenu un peu petit. Les gens nous en faisaient la remarque, les employés également. Fait qu'on va contribuer à la mise à niveau de la Pocatière en agrandissant. En 2000, on croyait que c'était assez grand. Si en 2014-2015, c'est trop petit, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a eu une augmentation de la création d'emplois pour 2012-2013? Oui, on est rendu à 538 employés, alors que l'an passé, on était à environ 510 employés. On fait des constructions, des améliorations. Évidemment, ça prend plus de personnel. Puis notre objectif, c'est finalement de garder le personnel de base puis d'amener des meilleurs services en ouvrant les heures d'ouverture plus grandes, en ayant des plus grandes surfaces. Ça prend plus de gens. On n'a pas trop discuté à recruter, c'est bien. Et parlez-nous du prix de conquérant. Qu'est-ce que c'est, ça? En fait, dans le domaine de la rénovation, vous savez, je viens de vous parler en quelques minutes de 4 projets qu'on a eus. Saint-Pascal, Cabano, la Pocatière, on a Québec. On a fait ça depuis 7-8 ans. On fait toujours des projets d'agrandissement, de réparation. Alors, l'Association québécoise des matériaux de la quincaillerie du Québec nous a reconnus en 2013 comme l'entreprise conquérant de l'année, c'est-à-dire celle qui, au fil depuis des années, progresse et a des projets. Ça a été reconnu par l'industrie. On est assez fiers de ça. Et il y a aussi eu la Coop Fédérée qui est partenaire minoritaire avec BMR. Quelle est l'utilité de ça?
Ouais, en fait, vous savez, dans le domaine des quincailleries, on est BMR depuis des années. Il y a d'autres réseaux. Le plus grand étant, on connaît les gens de chez Rona, mais les autres joueurs se partagent la pointe de tarte qui reste. Et la Coop fédérée et BMR ont entamé des discussions pour faire d'eux un joueur majeur. Donc, les deux grandes entreprises se sont réunies et ont décidé de faire un partenariat, BMR Unimat, pour pouvoir avoir un plus grand pouvoir d'achat. Et c'est la nouvelle de l'année. Ça a été annoncé le 1er novembre, ce qui était pas connu beaucoup, mais qui était en fait une bonne nouvelle pour nous, qui est déjà BMR, et qui va nous renforcer notre groupe d'achat, qui va le rendre plus compétitif. Là, c'est une bonne nouvelle. Le déclenchement d'une élection provinciale ne saurait tarder. Nous en avons profité pour rencontrer le nouveau candidat de Québec solidaire dans la circonscription Côte-du-Sud, Simon Côté. C'est clair que ça prend un nouveau chemin. Puis pour moi, Québec solidaire est le parfait chemin pour tracer une alternative politique, puis pour mettre sur pied une nouvelle structure, ou du moins pour réformer radicalement, je dirais, ou du moins très fortement le système dans lequel on vit. Un système dont tous les gens que je connais se plaignent de ce système-là. Tous les gens que je connaisse sont indignés du fait qu'il y a des crosseurs en haut, du fait qu'on se fait voler nos droits, du fait qu'on est toujours réprimé en tant que citoyen quand on demande des choses plus justes, plus équitables, plus environnementales. On est toujours en train de se battre. On n'est jamais satisfait de la manière dont l'économie se déroule, la manière dont les décisions sont prises. On trouve qu'il y a de la corruption, l'intérêt des citoyens n'est pas respecté. Ça, c'est pas juste des gens à gauche là, qui disent ça, c'est des gens à droite, c'est tout le monde qui dit ça. Pourtant, on dirait que quand arrive le moment de voter, les gens sont endormis complètement et se laissent avoir par les belles paroles de dernière minute faites par les partis politiques, les gros partis politiques, comme le Parti québécois, le Parti libéral. Et ça, c'est très dommage. Mais je pense que le taux d'indignation est en train de monter de façon très importante. Et bientôt, j'imagine, on n'aura pas ce phénomène-là on va dire, de perte de mémoire collective. De moins en moins, les gens vont tomber dans le panneau et de plus en plus, les gens vont être conséquents avec leur indignation puis voter pour des partis qui proposent vraiment un changement. Là. Donc, moi, j'ai confiance. C'est à cause de cette confiance-là que je me présente pour Québec solidaire. Je pense qu'ici, en région, on peut marquer des points. La gauche au Québec est très animée, là, très, très forte. Là. On l'a vu avec les gaz de schiste, on l'a vu avec le printemps érable. On le voit maintenant avec le mouvement Stop Oléoduc, le regroupement contre les gaz de schiste. La gauche n'est pas endormie. Là. La gauche est très active, là, avec peu de moyens. Donc, je pense qu'il faut offrir une alternative politique, puis je pense que Québec solidaire, c'est le bon bateau pour ça. Ma stratégie, en fait, c'est de prendre le pouls vraiment des besoins de la communauté régionale ici, du comté, en appelant des maires, en appelant les MRC ou des personnes en poste dans les MRC, des personnes en poste dans des organismes de défense environnementale, dans des organismes qui proposent des alternatives pour écouter ces gens-là, prendre le pouls de leur préoccupation, mettre ça sur papier, puis essayer de proposer des mesures progressistes, concrètes pour la région. Pour vous donner à quel point on peut aller dans le technique, puis je suis prêt à aller dans le plus précis ici pour que les gens comprennent vraiment que Québec solidaire peut proposer des choses concrètes. Il y a le fameux l'axe à double vocation. Ce sont des terres, ce sont des chemins qui sont maintenus, dont la maintenance est assurée par les municipalités, mais dont les compagnies forestières utilisent abondamment pour traverser toute la ressource forestière, les billes de bois et tout ça, et donc qui endommagent sérieusement les routes ici. Mais le Québec instaure la politique au gouvernement du Québec, c'est s'il n'y a pas plus que 1000 vannes qui passent, on ne donne pas de compensation. Pour Mont-Carmel, par exemple, ça implique presque 27 000 27 à 30 000 de moins s'il y a 999 vannes qui passent. Vous comprenez? La route est aussi endommagée. Pourquoi pas instaurer une loi qui fait en sorte que la redevance est au prorata? Donc, il y a 50 vannes qui passent, bien, il y a l'équivalent de l'argent qui a été endommagé pour 50 vannes. Donc, que la route a subi des dommages pour 50 vannes. Donc, des petits trucs comme ça, là, en parlant des institutions municipales ici, à des élus, je suis au courant de ça. Puis je dis, ouais, c'est vrai que c'est des non-sens. Pourquoi? Puis, tu sais, le Parti québécois, ou c'était pas le Parti québécois à l'époque, je pense que c'était le Parti libéral, avec la loi sur les compétences municipales, a donné énormément de nouvelles responsabilités aux municipalités sans nécessairement amener le support financier qui
qui aurait dû aller avec. T'sais. Un exemple, ici, on reçoit les municipalités, les comtés reçoivent seulement 60 de la TVQ qui est payée par les citoyens qui habitent dans le comté. Donc, ça veut dire que le 40 autre, bon, bien, il est dépensé par les institutions gouvernementales dans des projets comme Anticosti à 110 millions d'investissements publics. C'est des choses qui, pour nous, c'est un non-sens. L'argent devrait revenir entièrement dans les municipalités. Si vous voulez que les municipalités gèrent leurs compétences, leurs nouvelles compétences que vous leur avez données, et là, je parle au gouvernement du Québec en haut, il faut être conséquent, il faut donner plus de ressources aux municipalités. De nouveaux travaux sont présentement en cours dans la municipalité de la Pocatière, au plus grand bonheur des citoyens. Voici plus de détails avec le maire Sylvain Hudon. Oui, effectivement, c'est un projet enfin qui va prendre forme cette année, c'est-à-dire la première phase, parce qu'il y a 2 phases dans le projet total. Donc, comme je dis que ça fait longtemps que différentes administrations travaillent là-dessus. Puis, on le fait toujours dans le but d'améliorer la sécurité routière, la sécurité pour les vélos puis les piétons. Donc, ce qui arrive cette année, on commence par ce qu'on appelle un exécutoire pluvial, c'est-à-dire qu'on faut collecter les eaux de surface qui partent de la route 230 jusqu'à la rivière Saint-Jean. C'est presque 1 kilomètre de long. Donc, actuellement, les travaux sont en cours depuis à peu près septembre. Les travaux sont très avancés. Normalement, d'ici 2-3 semaines, ce tuyau-là qui va être souterrain va collecter les eaux. Et après ça, à la fonte des neiges, puis après au mois d'avril-mai, la partie sur la section routière va commencer. Les travaux se font sur une longueur d'à peu près 481 mètres. Ça part à peu près du coin de la première puis de la route 230 et ça va jusqu'au centre équestre. Après ça, on a une phase 2 qui va se rendre jusqu'à la rue du Verger et qui va être composée à la fois d'une piste automobile puis une piste vélo-pédestre. Et la première phase, ça va être terminé quand, la rénovation? Normalement, l'asphaltage va être terminé en septembre ou octobre, plus octobre de cette année. Donc, c'est des travaux d'importance, il faut bien le mentionner. C'est essentiel, comme je disais, pour relier les 2 secteurs dans la ville. Et quand on arrive sur la route, il faut enlever complètement l'asphalte, il faut refaire complètement les assises et surtout, il faut refaire les travaux d'aqueduc et d'égout qui permettent de relier les 2 secteurs de la ville aussi. Puis l'important aussi, il faut que ça soit sécuritaire. Donc, il va y avoir une piste cyclopédestre, que j'ai dit, d'à peu près 10 pieds de large, où les gens vont pouvoir se promener en toute sécurité. Et ça va être aussi éclairé pour le soir. Puis actuellement, c'est pas évident. Et comme je vous disais, ça faisait tellement longtemps que les gens n'y croyaient plus. Donc, on est bien content. C'est un projet qui est quand même où il y a des participations financières du provincial, du fédéral via une taxe d'essence, où nous autres, on a le droit à un montant total et où on prend une petite partie ou une partie pour payer ce montant-là. La balance, c'est la ville qui le paye dans ses règlements d'emprunt. Et au niveau des coûts, combien ça va coûter la phase 1? Parce que j'imagine que vous n'avez pas encore les coûts pour la phase 2. Non, c'est ça, parce qu'on est en préparation pour aller en appel d'offres et tout ça. C'est après ça, pour la première partie, 2 400 000, grosso modo, il peut y avoir des taxes là-dessus. Et sur ce montant-là, la ville, c'est à peu près 1 200 000. La balance, c'est un MTQ, puis il y a des proportions de coûts qui sont réparties entre l'aide fédérale et le provincial. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Et pour la reconstruction de la route, est-ce qu'on peut penser que les citoyens de la Pocatière n'auront pas accès par ce chemin? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, c'est sûr qu'actuellement, il n'y a aucun problème pour les travaux qui se font dans le champ, mais quand on va tomber sur la route, oui, effectivement, la route, elle va être fermée, sauf pour la circulation locale, mais elle ne permettra pas la circulation, je pense, d'un bord à l'autre là, qui va aller des 2 centres d'achat. À la Pocatière, on a un avantage, on est entouré de routes et c'est sûr que les gens vont transiter par la route 132 et vont pouvoir après ça monter par la première rue, rejoindre tout le centre-ville, ça, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, il y a un plan de communication qui est en place avec le MTQ et ça va être mis dès que les travaux vont être prêts à être faits sur la route principale, c'est-à-dire la route 230, il y a un plan de communication. C'est sûr que peu importe les travaux, de quelle façon on les fait, dans tous les travaux d'une ville ou d'un ministère, ça amène des désagréments, sauf qu'il faut plutôt penser à l'amélioration de la route qui va être beaucoup mieux d'ici 2 ans total. Donc, il faut capitaliser là-dessus. Il y a toujours des désagréments, mais il faut le prendre du bon côté, d'un petit côté social. Il faut avouer qu'on n'est quand même pas à Montréal puis à Québec, donc où on a des travaux à longueur d'année. Ici, au moins, on a une courte période, mais ça va être pour le mieux. On l'espère du moins. De toute façon, j'imagine que les citoyens sont quand même contents qu'il y ait une amélioration. Bien, je vous avouerai que moi, quand j'étais au cégep en 76-78, il y a déjà des gens qui prenaient des petites mesures. Mais ça, c'est pas... Les gens disent que ça a pris 30 ans. Oui, il y a des mesures, il y a différentes étapes. Des fois, il y a des priorités qu'on met en place. À un moment donné, il y a d'autres priorités qui deviennent plus importantes à un moment donné. Donc, les projets sont retardés. Mais je veux dire, depuis quelques années, les gens s'affairaient beaucoup travailler là-dessus. Et c'était devenu la priorité pour cette année et l'année prochaine, la ville de la Pocatière dans le transport routier.
La Société historique de la Côte-du-Sud fête ses 65 ans d'existence. Un organisme qui a su perdurer dans le temps et qui a pu recevoir et conserver bon nombre d'objets ayant une valeur historique. C'est une des plus vieilles sociétés historiques au Québec. Alors ici, on offre des services à la population, des services de recherche, notamment des services en recherche généalogie, des services en recherche historique, etc. On a ici le centre le mieux équipé en termes de recherche généalogique entre Québec et Rimouski. Alors, si vous êtes à la recherche de votre ancêtre, vous êtes ici les bienvenus. Vous aurez sur place tout ce qu'il faut pour retracer vos ancêtres. Et qu'est-ce qu'on retrouve exactement comme écrit ici? Comme écrit, on retrouve de tout. Des répertoires, évidemment, en généalogie, des répertoires de mariage, baptême et sépulture. C'est la partie généalogique, c'est ce dont on se sert. Des enregistrements d'actes notariaux aussi, mais aussi beaucoup de documentation volume, des histoires de famille, par exemple, ce genre de choses-là qui aident à remonter les généalogies. Mais sur le plan historique, on retrouve aussi une quantité phénoménale de documents qui nous servent à écrire l'histoire régionale. Par exemple, pour donner un petit exemple, lorsque l'Institut de technologie agricole a célébré le 150e de l'École d'agriculture, énormément de recherches ont été faites ici par M. Ulrich Lévesque. Il a passé une année pratiquement complète ici à compulser des documents qui ont été préparés par les ministères, etc. Ce genre de choses-là est conservé ici et c'est avec ça qu'on écrit l'histoire au jour le jour. Et parlez-nous de la recherche que vous avez faite pour la Maison Chappet. Bon, ici, avec la Maison Chappet de Saint-Denis, on avait un contrat de service. Alors, toute la recherche qui a permis de reconstituer l'intérieur de la maison, par exemple, les écrits. On a une chercheuse ici, Pierrette, qui travaille pour nous, qui a relu tous les journaux de Jean-Charles Chappet fils, et c'est à partir de ces documents-là qu'on a pu retrouver. Par exemple, vous nous avez parlé tout à l'heure de la tapisserie. Alors, c'est dans ces écrits-là qu'on a pu retrouver, et ça a été une année de recherche complète qui a été faite ici par rapport à la Maison Chappet. C'est le genre de choses qu'on est en mesure de faire aussi pour les autres organismes de la région. Et qui vous donne tous ces écrits, tous ces archives? Bon, les archives nous sont confiées par des individus, par des familles, ou il y a une partie de nos archives aussi qui sont aussi les archives du Collège de Sainte-Anne, puisque le centre d'archives ici a été créé de la fusion des archives de la Société historique et des archives du Collège de Sainte-Anne. Ça a été le début, en 90, de ça. Mais il y a des familles qui vont nous apporter leur fonds d'archives, par exemple, qu'on va traiter, qu'on va mettre en boîte, qu'on va placer dans les étagères, qui va servir à la recherche de d'autres personnes. D'autres personnes vont venir ici, vont vouloir chercher un détail en particulier. Avec les instruments de recherche qu'on a ici, on va être en mesure de lui amener la boîte et il va pouvoir consulter les documents qu'il souhaite voir. Et on va retourner serrer les boîtes dans la voûte, là où les documents sont conservés, en température contrôlée, en humidité contrôlée et en lumière contrôlée, de façon à prolonger leur durée de vie. Et en terminant, parlez-moi de votre plus vieux document que vous avez ici. Le plus vieux document que nous conservons ici, c'est une bulle papale qui date de 1667. On ne sait pas trop par quel moyen ce document-là nous est arrivé. On ne sait pas trop non plus le contenu de ce document-là, puisqu'on pense, on présume, on a consulté un petit peu partout à l'Annonciature apostolique. On a rencontré des prêtres ici qui étaient en mesure de lire le latin, mais qui ne sont pas parvenus à déchiffrer complètement le document pour nous. À l'Annonciature apostolique, on nous a dit que possiblement le document pouvait être unique, qu'il n'y avait pas de copie de ce document-là, même conservé au Vatican. Alors, c'est un document qui est très, très précieux. Il y a plusieurs autres documents aussi de grande valeur ici, des actes de concession de seigneurie, par exemple, qu'on a aussi conservés ici. Mais celui-là, la bulle papale, c'est vraiment le document là, dont le directeur est le plus fier. Depuis l'année 2011, près de 80 000 $ ont été investis dans les sentiers d'Ixworth à des fins récréatives. Nous nous sommes entretenus avec Jacques Dionne, président du comité de développement de Saint-Onésime d'Ixworth.
Les sentiers Dixworth, nous, ce qu'on voulait faire, c'était redonner l'image qu'on avait des années 70 quand les gens ont connu le centre de plein air Dixworth. Alors, ça a été abandonné vers la fin des années 70 qu'au début 80. Alors, depuis ce temps-là, c'était un lieu qui avait été laissé un peu à l'abandon. Et compte tenu de ceux qui l'entretenaient un petit peu, avaient manifesté le goût de se retirer complètement, on a décidé de reprendre le flambeau pour être capable de redonner les lettres de noblesse à ce site-là assez exceptionnel. Et justement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces sentiers-là? Bien, d'abord, on a un sentier de marche, alors qu'on peut pratiquer autant l'hiver que l'été, et qui longe la rivière Sainte-Anne, avec des chutes assez exceptionnelles et des points de vue assez intéressants pour les gens. Deuxième des choses, il faut comprendre que c'est un refuge biologique dans une certaine section. Donc, c'est-à-dire c'est une forêt qui n'a jamais eu d'intervention humaine. On ne peut pas dire on touche l'arbre, on l'abat, on le commercialise. Pas du tout. Il doit rester en place et c'est la nature qui s'en occupe. L'autre chose qu'on a, c'est qu'on parle pratiquement d'un sentier pédestre de 11 km qui nous permet de monter pratiquement jusqu'à une pinède vieille de 150 ans. Alors, on offre quand même un atout très intéressant, une belle diversité au niveau écologique et aussi au niveau de la faune et de la flore. C'est qui a financé ces sentiers-là? Est-ce que c'est la municipalité? Puis tout d'abord, à qui appartiennent les terres? D'abord, en premier lieu, ça appartient au ministère des Ressources naturelles. Le ministère des Ressources naturelles a transmis par le biais d'un bail de 10 ans à la municipalité la responsabilité de ces sentiers-là. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on doit les occuper. Si on ne les occupe pas, ces bails-là sont remis. Ça fait partie des CAF appartenant aux compagnies forestières. Alors, si on ne manifeste pas le goût, alors à ce moment-là, eux vont être dans l'obligation. Mais compte tenu, comme je vous disais tantôt, d'un refuge biologique, donc on parle d'un secteur assez primé, d'un secteur qu'eux veulent protéger, mais qu'en réalité, ils n'ont pas les ressources. Eux sont bien contents que nous le fassions. Nous, ça sert en même temps aussi de bassin écologique pour donner des formations au niveau du cégep. Beaucoup d'étudiants du cégep viennent chercher ici des formations. Ils viennent faire des expériences. Et puis, nous aussi, ce qu'on fait avec ça, c'est que le comité de développement a décidé de prendre en charge. La municipalité a signé le bail, mais le comité de développement a plus de ressources bénévoles pour être capable de structurer. À ce moment-là, le comité de développement s'est mis en branle et puis on a monté différents projets. dont le premier, c'était de rafraîchir le sentier de marche de 11 km. Alors ça a été fait il y a 3 ans, au coût de 25 000 $. Et puis nous, il y a 2 ans, on a commencé à tout vouloir retracer, tout ressortir les sentiers pour être capable de ne pas les perdre. Et ce qu'on a fait en même temps, c'est qu'on a tout géomatisé nos sentiers. Donc, tout est fait par géopositionnement. Alors, les gens, s'ils veulent, ils peuvent avoir en temps réel. On a un Instagram qu'on peut, avec notre téléphone intelligent, on s'agit de cliquer là-dessus et ça nous donne l'état des sentiers à l'instant même. On essaie une fois par semaine de les mettre à jour. Alors, c'est pour offrir aux gens des sentiers sécurisés. Alors, c'est facile de se repérer avec son téléphone. C'est « Ah, je suis rendu à tel endroit ». Puis, on a continué, on a fait un refuge, on a amélioré des sentiers, on a refait des ponts. On est en ce moment, on est en train de refaire des sentiers où est-ce que les fonds sont vraiment trop boueux ou trop incarrossables. Alors, on essaie de combler ces trous-là. On essaie de faire différents petits travaux d'aménagement parce qu'il faut faire des interventions très minimes pour ne pas que ce soit visible à l'œil. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent dans les sentiers. Tout d'abord, un nouveau logo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, c'est ça. Bien, le nouveau logo, c'était une façon de présenter l'image nouvelle, rafraîchie de notre sentier, de nos sentiers et des différentes activités qu'on peut y pratiquer parce qu'il faut comprendre qu'on pratique ces 4 saisons. Alors, on voulait avoir une symbolique où on peut retrouver tous ces éléments-là. Alors, ça a donné quelque chose d'assez bien. Cette semaine, à la Chronique Cinéma, on s'en va du côté des films de répertoire avec le film La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2, c'est réalisé par Abdelatif Kechiche, c'est écrit par Abdelatif Kechiche et Gaïa Lacroix, c'est adapté de la bande dessinée de Julie Marot, Le bleu est une couleur chaude. La distribution est composée d'Adèle Exarchopoulos, Léa Seydoux, Salim Keshiouche, Alma Jodorowsky et Jérémy Laheurte. Adèle, 15 ans, est en pleine crise d'adolescence. Elle va faire la rencontre d'Emma, une étudiante aux Beaux-Arts aux cheveux bleus, et une véritable histoire d'amour va commencer. Toutefois, quelques années plus tard, le couple va commencer à battre de l'aile. Mes attentes étaient assez élevées pour le film La vie d'Adèle, chapitres 1 et 2. Le film a quand même remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes l'an dernier.
J'ai été un peu déçu, mais on va débuter avec les éloges. Adèle Exarchopoulos est une véritable révélation dans le rôle principal. On croit énormément à son personnage, on prend le temps de faire sa connaissance et on s'attache à elle et on va même s'identifier à elle. Léa Seydoux, dans le rôle d'Emma, offre une performance assez solide. On croit vraiment à leur histoire d'amour. On y croit dur comme fer. Le jeu des regards, leur chimie, ça m'a littéralement transpercé par leur crédibilité. La réalisation d'Abdelatif Kechiche est assez réaliste. On se croirait dans un documentaire par moment, mais toutefois, il y a des magnifiques plans de caméra qui sont agréables à regarder. C'est vraiment un délice pour les yeux. Et la bande sonore était fort intéressante et variée. Là, pourquoi le film me déçut? Je vous explique. Premièrement, la vie d'Adèle dure 3 heures. C'est un bon contrat, on pourrait dire ça comme ça. C'est un film assez long. Et Abdelatif Kechiche a tendance à étirer ses scènes pour rien. Par exemple, dans la deuxième partie, le deuxième chapitre du film, le film commence avec un vernissage et un souper spaghetti. Et ça dure 20 minutes où c'est simplement les personnages qui mangent du spaghetti. Et tout ça pour dire que, bon, on a compris que leur relation a duré quelques années, mais ça commence à battre de l'aile. Le spectateur comprend assez vite ce qui se passe dans le film, mais Kechiche prend un malin plaisir à étirer ses scènes pour absolument rien. Deuxièmement, les fameuses scènes de sexe du film qui sont hyper controversées. Pendant un moment, on se disait est-ce qu'ils sont simulés, non simulés? Et effectivement, les scènes sont relativement explicites, mais elles sont simulées. Et j'ai trouvé qu'elles étaient hors contexte, elles apparaissaient drôlement dans le montage du film. Je vous explique, c'est que Abdelatif Kechiche prend le temps de construire sa scène, il y a une mise en situation, il y a un contexte, mais les scènes de sexe arrivent comme ça, on est pratiquement proche de la pornographie, c'est assez expéditif, donc vous avez compris que ça casse le ton du film. Un ton, en fait, le film est un film sur le désir, sur l'envie, l'amour véritable. Et les scènes sexuelles du film étaient relativement froides et crues pour absolument rien. Et aussi, l'histoire était relativement simpliste pour un film de 3 heures et c'est surtout une histoire d'amour entre 2 femmes. Il y a de quoi d'assez intéressant à faire avec ça. Mais le film aurait pu être un couple bien banal, un couple hétérosexuel, et ça n'aurait rien changé. Le film avait vraiment une approche plutôt simpliste. Mais toutefois, malgré que j'ai été un peu déçu, La vie d'Adèle reste un bon film sur une histoire d'amour universelle. On y croit beaucoup à l'histoire d'amour. Et aussi, je vous conseille de voir le film en raison de la performance parfaite et sans faille d'Adèle Exarchopoulos. Et j'espère qu'elle va mériter plein d'éloges pour son rôle qu'on y croit vraiment. La vie d'Adèle se mérite un 7 sur 10 et je tiens à préciser que le film va être présenté à l'occasion du Ciné-Club ici au cinéma Le Scénario le 6 et 7 avril prochain. C'est ainsi que se termine votre bulletin local et régional Infocam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org.